n'était pas frustrant, Julien, en particulier cette semaine qui a été riche en événements, de ne pas avoir pu célébrer, comme vous l'auriez sans doute souhaité, ce premier anniversaire de la victoire du club du Stade en Coupe de France? Oui, c'est sûr qu'on aurait aimé partager cet anniversaire-là de visu avec tous ceux qui l'ont suivi de près ou de loin et tous ceux qui sont amoureux du Stade Rennais. Bon, on l'a fait de manière différente. Je crois que le club a fait un très beau cadeau à tous ceux qui suivent le Stade Rennais en faisant ce film, qui est un film qui retrace bien ce qui s'est passé la veille, le jour et le lendemain du match, et tous les moments de communion et de partage qu'on a pu avoir tous ensemble. Hein, ça a été un travail long et fastidieux qui a été fait par le service communication. D'ailleurs, que je voudrais remercier et féliciter pour la qualité du travail qui a été effectué. Donc, on a eu ce cadeau-là. Ensuite, on a partagé en visio avec le staff, avec certains joueurs, quelques moments d'échange pour se remémorer justement ce jour qui a été pour nous un jour merveilleux, qui a été un jour historique pour le club et surtout qui a généré beaucoup d'émotions. Cette semaine, je suppose que depuis quelques jours, vous êtes très sollicité, hein. Je sais que vous êtes très sollicité puisqu'on va beaucoup parler dans les jours qui viennent de votre qualification en Ligue des Champions, puisque maintenant, sauf rebondissement, coup de théâtre, mais c'est plutôt acquis. Il a été beaucoup question, en tous les cas cette semaine, de votre causerie d'avant-match contre le PSG, une causerie qui fera certainement date. Mais je voudrais, honneur aux dames, laisser à Élodie vous poser une première question justement à ce sujet. Élodie, si vous nous entendez, voilà, Oui, voilà, à vous, Élodie, honneur aux dames. oui, j'aurais voulu vous poser une question. Ouais, quel a été votre meilleur souvenir pour cette saison? Bonjour Elodie. Bon, pour la saison la saison en cours, la saison qui vient de se terminer, mon meilleur souvenir, certainement la victoire contre Paris mi-août en championnat, parce que ça lançait notre saison. On n'était pas favori. Euh, voilà, c'était à la deuxième journée. Il y avait un recrutement qui était encore incomplet. On n'avait pas complètement construit le groupe. Je crois que ça nous a lancé vraiment, ça nous a donné confiance à tous, parce qu'il y avait eu beaucoup de bouleversements dans l'effectif. On avait perdu beaucoup de joueurs importants la saison précédente. Donc voilà, ça nous a lancé, ça nous a boosté, ça nous a donné de la confiance. Et puis ça nous a montré aussi qu'on était de nouveau capable de battre le PSG. Surtout, oui. C'est vrai que ça restera, c'est aussi un très bon souvenir. C'était pas évident de gagner ce jour-là contre le PSG. Ça a lancé la saison. Romain, un de nos autres invités, a une question qui rejoint un peu celle-là à vous poser. Romain est un Malouin d'origine, 40 ans, il est chez lui à Montreuil-le-Gard, hein, Romain, si j'ai bien compris. Oui, c'est exact, Yvon. Alors à vous, Romain, quelle question voulez-vous poser à Julien? Bonjour Julien. C'était en rapport avec la causerie lors de cette finale. J'aimerais savoir comment vous avez préparé et construit cette causerie qui semble, d'après les commentaires qu'on a pu avoir des autres joueurs, enfin de vos joueurs, qui les a littéralement galvanisés pour attaquer et gagner cette finale. Oui, bonjour Romain. Écoutez, déjà, ça me gêne un petit peu de personnaliser le succès de la Coupe de France juste à travers cette causerie. Je crois que ça dépasse quand même la victoire dépasse le cadre de la causerie, mais c'était Bien sûr. c'était un moment important parce que c'était la dernière fois que je communiquais avec les joueurs où je me présentais devant eux avant le coup de sifflet final, avant le coup de sifflet pardon, du début du match. Donc, j'ai pris du temps pour la préparer. Je ne l'ai pas préparée tout seul. Je l'ai préparée avec mon responsable de la vidéo, avec lequel on a fait le montage. On a sélectionné les images ensemble. C'est lui qui a trouvé la musique de fond pour aller avec ces images. Ensuite, en début d'après-midi, je me suis posé sur mon bureau dans ma chambre d'hôtel et j'ai construit cette causerie à travers quelques mots clés, en parlant vraiment avec mon cœur, avec ce que je ressentais. L'objectif, c'était d'essayer de dépassionner complètement le match. En tout cas,
d'enlever de la pression aux joueurs parce que voilà, c'était un moment fort, c'était un moment intense, mais c'est un moment qu'il fallait d'abord vivre et jouer à 100%. Et puis, il y a ensuite une rencontre entre un homme et puis ses joueurs avec l'émotion qui va avec. Et il fallait partager cette émotion, chercher à les transcender parce qu'on n'était pas favoris et qu'il fallait qu'on soit ce jour-là à plus de 100% de nos capacités si on voulait passer. Voilà, on a réussi à faire tout ça en même temps, tous. Donc, c'est voilà, bien évidemment ensuite une joie intense, une joie très très forte, mais une joie qu'on a envie de partager aussi avec tout le monde. C'est pour ça que bon, ça me dérange un petit peu quand on personnalise tout le temps un succès. Je trouve que c'est toujours une œuvre collective. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de monde derrière tout ça. Il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de temps passé. Et puis surtout, il y a beaucoup de passion. D'accord, très bien. Merci Julien. Élodie, vous m'entendez? Oui, c'est bon, oui. Voilà. Élodie, je disais que vous êtes Désolée. Élodie Pimpolaise d'origine, mais rennaise de cœur depuis que vous supportez les Rouges et Noirs. Vous êtes actuellement confinée à Paris, mais vous avez une question. Alors, je ne sais pas si vous avez bien entendu les premières réponses de Julien sur la causerie, mais je crois que votre question concernait aussi un peu la causerie. Oui, c'est sur les causeries en général. En fait, j'aurais voulu savoir Voilà. comment vous préparez les causeries, que ce soit avant les matchs ou à la mi-temps. Est-ce que c'est préparé d'avance? Est-ce que c'est en fonction de l'actualité, de l'état d'esprit des joueurs ou même de l'ambiance dans le stade et sur le terrain? Et aussi, si jamais vous sollicitez votre père pour avoir des conseils à l'avance ou bien le jour J. Il y a plusieurs questions dans votre question. D'abord, pour les causeries d'avant-match, je commence à les préparer en milieu de semaine, 2-3 jours avant le match. Je commence à y penser, à y réfléchir, parce qu'il faut chercher à avoir des angles d'attaque différents. Il faut être capable de se renouveler. Les causeries reviennent très, très régulièrement. Donc, pour ne pas ennuyer les joueurs, pour continuer à les stimuler, il faut trouver des angles d'attaque différents. Donc, je profite soit d'un contexte, soit de quelque chose qui s'est passé dans la semaine, soit d'un événement, soit d'une image, soit d'un son, soit d'un clip vidéo. En tout cas, ça varie beaucoup. Et autour de ça, voilà, je construis un texte. J'essaye de jouer avec les mots aussi, parce que les mots sont puissants, les mots sont forts, et les joueurs les reçoivent bien. La causerie d'avant-match, c'est le dernier moment de rencontre avec les joueurs. Donc, il faut vraiment que le message soit clair, d'abord, précis, mais aussi qu'ils soient en capacité de les stimuler avant de rentrer sur la pelouse. Ensuite, pour la causerie de la mi-temps, non, elle n'est absolument pas préparée à l'avance parce qu'elle est complètement liée au scénario du match, à ce qui s'est passé en première mi-temps et à la manière dont on peut imaginer aussi la seconde période. Donc là, il y a beaucoup d'improvisation, même si quelques minutes avant la fin de la première mi-temps, on commence déjà à se plonger, nous, dans une réflexion interne pour préparer sa prise de parole. Ça va très vite, hein, entre le moment où on rentre dans le vestiaire et le moment où on prend la parole avec le joueur. Il y a 3-4 minutes, donc il faut être très, 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 très réactif. Donc souvent, les 5 dernières minutes de la première mi-temps, entre la 40e et la 45e, je commence aussi un petit peu à réfléchir à ce que je vais leur dire, aux mots que je vais utiliser, au ton aussi que je vais utiliser, parce que le ton est très, très important. Il y a des moments où il faut les rassurer, d'autres moments, il faut un petit peu les booster. Donc, le volume sonore diffère en fonction des circonstances. Et puis, non, je ne demande pas de conseils particuliers. Là, c'est vraiment très, très propre, très, très personnel. C'est un exercice, moi, qui me plaît bien, de pouvoir communiquer devant les joueurs. Et ça ne peut être que très, très personnel, puisque c'est lié à l'histoire qu'on vit ensemble, au moment qu'on partage pendant la semaine et aussi au plan de jeu qu'on veut mettre en place. Julien, pour moi-même avoir joué au football il y a bien, bien longtemps, mais je crois que ça n'a pas changé. C'est un milieu où on se chambre quand même souvent. Est-ce que vos joueurs vous chambrent sur vos causeries? Pas non, sur les causeries, pas trop sur les causeries, mais c'est vrai que c'est un milieu où il faut accepter d'être chambré par moment. Voilà, il faut faire preuve de personnalité, mais aussi d'humour. Donc, voilà,
c'est souvent très souvent bienveillant. Et quand ça chambre, c'est le signe aussi d'une bonne ambiance dans un groupe et dans une équipe. Donc, c'est bon signe. Steven, Steven, vous êtes à Saint-Grégoire. Vous avez pratiquement l'âge, à quelques années près, le même âge que Julien. Vous êtes technicien en informatique et C'est vous ça. posez une question. Allez-y. Oui, bonjour Julien. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous avez pensé de l'ambiance qui régnait lors de la réception d'Arsenal, même avant le match, pendant le match et après le match au sein de la ville de Rennes et même dans le stade? C'est vrai que le match contre l'Arsenal à l'aller est l'événement, un des événements marquants de la saison précédente. Oui, bonjour Steven. Oui, c'est un moment très très fort. Je pense que c'est un moment qui va me rester en mémoire très 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 longtemps. Ce que j'en ai pensé, c'est une ambiance hors norme. Déjà, quand on est des bus à l'arrivée au stade, il y avait du monde, il y avait du bruit, il y avait des fumigènes, il y avait déjà une ambiance surchauffée à ce moment-là et qui est montée crescendo au fur et à mesure du match, malgré une entame difficile et une ouverture du score précoce d'Arsenal. À ce moment-là, je crois que le public a eu un rôle prépondérant dans notre performance. Il a continué à nous soutenir, surtout il nous a poussés, il ne nous a pas lâchés. Et puis lorsqu'il y a eu le carton rouge et l'égalisation de Bourriche sur l'action suivante, à partir de là, c'était devenu presque de la folie. Voilà, en deuxième mi-temps, sur le troisième but, j'ai eu la sensation que le Roison Park était en train de trembler presque. Voilà, il y avait des secousses. On sentait des secousses avec un bruit incroyable. Non, c'est vraiment un moment fort, c'est un moment puissant. On sait qu'à ce moment-là, on partage des émotions très fortes et qu'on donne un plaisir immense au public. Donc voilà, nous, une de nos missions, c'est celle-là, c'est de générer de l'émotion et ce jour-là, il y en a eu énormément. Je confirme. Merci. Je crois tous ceux qui étaient là pourraient le confirmer. Oui. S'il est bon de se souvenir de tous ces bons moments, je suppose aujourd'hui, Julien, que vous vous êtes tourné vers la future saison, surtout depuis que l'on sait que le stade est qualifié en Ligue des Champions, sauf rebondissement au coup de théâtre de dernière heure. C'est une grande première ce sera une grande première pour le Stade Rennais. Ça promet des belles soirées, certainement aussi belles que celles contre Arsenal. Des belles soirées aussi au Café de la Gare à Rennes où, quand on ne peut pas avoir de place au Roazhon, il est agréable d'aller voir des matchs. En attendant, Julien, qu'est-ce qui va se passer? Vos joueurs là, vont-ils être en vacances ou vont-ils rester confinés chez eux? Comment s'entraînent-ils? Comment se sont-ils entraînés? Comment vont-ils continuer à s'entraîner d'ici la reprise? Bon, ils sont bien évidemment, comme tout le monde, confinés chez eux depuis plusieurs semaines. Ils se sont entretenus, beaucoup entretenus, parce qu'on a longtemps eu l'espoir de pouvoir et reprendre l'entraînement et reprendre la compétition et le championnat et que le verdict final se joue sur le terrain. Bon, il en a été autrement. Voilà, on a réussi dans un contexte un petit peu particulier à obtenir cette troisième place, qui est une place historique puisque le Stade Rennais n'avait jamais terminé aussi haut au niveau du classement. Cette place nous qualifie pour l'instant pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. On n'est pas encore qualifié directement pour la Ligue des Champions. On est qualifié pour le tour préliminaire. Si jamais les Coupes d'Europe se terminent et que le vainqueur de l'Europa League est déjà par son championnat qualifié en Ligue des Champions, de fait, on sera, nous, du coup, rebasculés en poule directement en Ligue des Champions, mais ça, on ne saura pas tout de suite, pas avant le mois d'août. Donc, dans les semaines qui arrivent, la direction est en train de voir ce qu'il est possible de faire juridiquement et administrativement pour voir si on peut récupérer un petit peu les joueurs à l'entraînement en respectant bien évidemment des règles bien précises pour ne pas mettre leur santé en danger et en péril. Si c'est le cas, on se retrouvera peut-être par petits groupes. Et si ce n'est pas le cas, les joueurs continueront à travailler chez eux de manière individuelle et partiront ensuite quelques jours en congé pour récupérer aussi, non pas physiquement, mais psychologiquement, parce que psychologiquement, ça n'a pas été simple pour eux, pour des sportifs de haut niveau, de rester comme ça chez eux sans pouvoir avoir la dépense d'énergie et la dépense d'adrénaline qu'ils ont l'habitude d'avoir et de subir. Bon, psychologiquement, il y aura besoin d'avoir une coupure. Et puis ensuite, on reprendra sur une période de préparation qui sera certainement beaucoup plus longue que d'habitude, puisqu'il faudra s'adapter au contexte et à la situation.
Mais c'est difficile de donner un calendrier très précis aujourd'hui parce qu'on n'a pas beaucoup de visibilité sur l'avancée du virus et sur les droits qu'on va nous donner juste après le déconfinement, c'est-à-dire juste après le 11 mai. Cette période de confinement, justement, elle intrigue beaucoup Martin. Martin, il a 4 ans. C'est déjà un supporter du Stade Rennais. On va le retrouver à Cherbourg avec Olivier, son papa, officier de police dans le civil. Bonjour Martin. Est-ce que tu m'entends, Martin? Bonjour. Oui. Tu avais une question à poser à Julien. Vas-y, c'est à toi. Comment Qu'est-ce que tu voulais lui demander? les joueurs peuvent suivre les entraînements? Bonjour Martin. Eh ben, écoute, les joueurs, ils vont courir tout seuls. Ils font du vélo d'appartement aussi, pour ceux qui en ont chez eux. Ils font des exercices de musculation chez eux. Voilà, ils font du travail en tout cas de manière individuelle, tout seuls, en utilisant les outils qu'ils ont à disposition chez eux. Mais ils sont comme tout le monde, ils doivent respecter les mêmes règles. Ils ne peuvent pas sortir à plus de 1 km. Hein, donc, ce n'est pas évident, ce n'est pas simple, mais ils le font de manière très, très consciencieuse. Merci Julien, merci Martin. Surtout Martin, on t'en donnera la parole tout à l'heure. Et Julien, on le disait, votre regard est évidemment tourné déjà vers la future saison. Pierre, qui a 20 ans, qui lui est étudiant en gestion, confiné à Saint-Briac, il y a pire hein, comme confinement, a une question qui ne vous surprendra sans doute pas. Bonjour Julien. Moi, je voulais savoir ce qu'il en était du recrutement du Stade Rennais pour la période estivale. On a vu hier que Steven Nzonzi va prolonger. Qu'en est-il par exemple de Jérémy Morel qui a fait une saison satisfaisante? Il devait arriver au terme de son contrat cette saison. Donc voilà, qu'en est-il de Jérémy Morel et d'une manière plus générale du recrutement du Stade Rennais, quoi. Oui, bonjour Pierre. La certitude, c'est qu'en effet, Steven Nzonzi sera encore chez nous la saison prochaine, puisque contractuellement, le deal qui avait été passé, c'est que si on finissait dans les 3 premiers, son prêt serait automatiquement reconduit. Donc, c'est le cas. Pour le reste, la décision a été prise il y a simplement quelques heures, donc c'est encore beaucoup trop tôt pour pouvoir communiquer sur l'état des différents dossiers. Pour autant, le confinement nous a permis de prendre du temps pour observer un bon nombre de joueurs. Il faut aussi qu'on voit un petit peu dans l'avenir quel sera notre budget, puisque le virus va avoir des conséquences sur le plan économique. Pour l'instant, voilà, on n'a pas exactement les données précises, mais le budget sera peut-être différent. Donc, la somme allouée au transfert sera aussi peut-être différente de ce qu'on avait imaginé. Donc, il faut qu'on ait toutes ces données-là en tête pour ensuite s'orienter et définir les priorités et voir ce qu'on va pouvoir faire. On va rester ambitieux de toute façon. Donc, l'objectif, c'est de continuer à améliorer l'effectif, de le renforcer, en étant aussi très attentif à la mentalité des joueurs qui vont arriver, puisque cette année, on avait vraiment un groupe qui vivait très bien ensemble, qui a gagné beaucoup de matchs dans les dernières secondes et dans les dernières minutes, avec une grande force de caractère. Donc, ça fera aussi partie des prérequis qu'on recherchera dans les joueurs qu'on voudra faire venir. Julien, de nombreux participants là, au concours que l'on organisait sur les sites du Café de Rennes ou du Paris-Brest posaient la question du futur de Cavaminga. Est-ce que vous pouvez en dire un mot? Ce que je peux vous dire sur Eduardo, c'est que c'est un jeune qui apprécie énormément d'être au Stade Rennais, qui a beaucoup de reconnaissance pour son club formateur. Comme tout jeune, très jeune joueur qui a fait une saison de très haut niveau, il a forcément des sollicitations, mais il a un entourage aussi et des parents qui l'ont très bien éduqué, donc ils ont la tête sur les épaules. Ils savent très bien qu'ils sont dans un bon club et tout le monde sait très bien aussi qu'il est bien accompagné au quotidien. Donc je ne ressens pas ni chez lui ni chez son entourage une envie folle de partir très très rapidement. Donc on a bon espoir de pouvoir l'avoir avec nous encore la saison prochaine. Bon, c'est un espoir, je ne peux pas vous l'affirmer encore à 100%, mais voilà, en tout cas, il est bien ici, il se plaît bien, il s'épanouit.
Et un jeune de 17 ans doit continuer à s'épanouir. Nous, on peut lui permettre d'avoir un temps de jeu conséquent. On l'a prouvé déjà cette année. Ce sera encore le cas la saison prochaine. Donc voilà, je pense qu'il a tout intérêt à poursuivre encore dans son club formateur. Ce que vous pouvez lui dire, en tous les cas, c'est passe ton bac d'abord. Oui, oui, bah, il le passe cette année. Voilà, Oui. parce qu'il faut savoir qu'Eduardo, en plus de s'entraîner avec les professionnels, en plus de faire des matchs de championnat, des matchs de Coupe de France, des matchs de Coupe d'Europe, il suivait aussi des cours pour passer le bac à la fin de l'année. Donc voilà, ça montre aussi la mentalité du garçon et son intelligence. Julien, je ne voudrais pas vous faire rougir, mais nombreux sont celles et ceux qui soulignent vos qualités, les valeurs aussi qui vous guident. Et Mona, qui est confinée en famille tout près d'ici, à Vezin-le-Coquet, va laisser Néo, qui aura 10 ans le 20 mai prochain. Donc, on lui souhaite avec un peu d'avance un bon anniversaire. Néo, c'est certainement l'un des plus jeunes supporters. Il fait déjà partie du RCK. Il va régulièrement voir vos matchs et les matchs avec son papa Jackie. Et Néo, je crois que tu avais une question à poser à Julien. Oui. Bonjour Julien. Je me demande pourquoi vous avez arrêté votre carrière de joueur pour être entraîneur. Bonjour Néo. C'est une bonne question. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que pour moi, ça serait difficile de faire une carrière de haut niveau, enfin de très haut niveau, de jouer en Ligue 1. Il me manquait quelques qualités pour pouvoir le faire. Donc j'ai décidé rapidement de basculer vers l'entraînement. Très tôt, l'entraînement, c'est quelque chose qui m'a passionné. Donc j'ai voulu me mettre en situation et préparer finalement une deuxième vie, parce qu'après la vie de joueur de foot, il faut se préparer à autre chose. Et moi, je souhaitais devenir entraîneur. Voilà, c'est la raison pour laquelle à 24 ans, j'ai commencé la carrière d'éducateur, puisque à la base, je voulais faire de la formation et m'occuper et entraîner des jeunes joueurs. Voilà, j'ai commencé à 24 ans et puis après, j'ai poursuivi ça avec différentes expériences. Merci. Vas-y, tu avais une autre question, Néo? Non. C'est bien, merci Néo. D'autres personnes vont encore intervenir. Benjamin, vous êtes ingénieur à Cesson-Sévigné et vous aviez une question, je crois, qui rejoint un peu celle de Néo, non? Oui, bonjour Julien. Déjà, je voulais te remercier de prendre du temps pour répondre à nos questions, nous remercier pour la finale de la Coupe de France. C'est super quand même. Pour cette troisième place qui est vraiment superbe et historique, et remercier en tout cas pour toutes les émotions que vous nous apportez et que vous allez continuer à nous apporter. Et du coup, la question, c'était quel était votre secret pour manager au mieux votre équipe et tirer vraiment le maximum de chacun? Bonjour Benjamin, mais d'abord merci pour les compliments, mais je le redis, c'est une œuvre collective. J'ai la chance au club d'être aussi très bien entouré, avec un très bon staff, un jeune staff, mais un staff qui travaille beaucoup, qui est très performant, qui est très compétent et qui accompagne au mieux les joueurs. Donc voilà, cette œuvre-là, cette alchimie entre les joueurs et le staff, c'est capital. Ensuite, pour le management, je crois que il y a plusieurs idées, mais la première grande idée, c'est d'avoir une honnêteté complète envers les joueurs. Voilà, ça, c'est la première chose. On ne peut pas mentir au groupe. Il faut dire ce qu'on fait et il faut faire ce qu'on dit, parce que sinon, on peut se retrouver face à des problématiques. Et des problématiques dans un vestiaire peuvent devenir parfois très, très inquiétantes et rejaillir sur les résultats. Donc ça, c'est la première chose, l'honnêteté. Ensuite, c'est au quotidien de développer un esprit de gagnant, de gagne, voilà, constamment, quel que soit le moment dans la journée, quand on est sur le terrain, quand on fait un jeu, quand on fait un exercice, c'est pour le faire avec le maximum d'intensité et de passion possible, pour gagner à la fin, parce qu'on fait un métier, on est dans un milieu sport de haut niveau où il faut gagner. Voilà, il faut gagner pour contenter les gens, il faut gagner pour valider notre stratégie, valider nos choix. Et il faut gagner pour partager des émotions, même si très ponctuellement, on peut partager des émotions très fortes. Et je pense à la fin du match contre Cluj cette année en Coupe d'Europe, voilà, où malgré les circonstances, on avait été soutenu tout au long du match et on devait rendre à ce public ce qu'il nous avait donné juste à la fin. Mais sinon, les meilleurs moments de partage, ce sont quand même des moments
après la victoire. Donc, le quotidien doit nous amener à gagner ensuite le week-end. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis, la troisième chose, c'est dans le management, assumer ses responsabilités et ne pas avoir peur de prendre des décisions. Voilà, on a 23, 24 ou 25 joueurs devant soi tous les jours. Le week-end, on ne peut faire jouer que 11 joueurs. Il n'y en a que 18 sur la feuille de match. Donc, forcément, il faut choisir. Et choisir, c'est éliminer. Il faut assumer ses choix, voilà, sans jamais tricher, sans jamais mentir, assumer ce qu'on fait. Et puis, voilà, ensuite, par moment, ça fonctionne. Par moment, ça fonctionne moins bien. Mais avoir une ligne directrice et être très, très cohérent avec cette ligne directrice-là. Je pense que quand on suit ce chemin-là, au moins, ça nous permet d'avoir les joueurs avec nous, derrière nous et de les emmener le plus haut possible. Merci beaucoup, Julien. Et merci pour le match de Cluj aussi. C'est vrai qu'on y croyait beaucoup dans le stade et il a assisté fallu vraiment de peu, mais il y avait vraiment beaucoup d'émotions et je pense que ça c'était un tournant pour la saison aussi. Ouais, c'est vrai, c'est très juste. C'était vraiment super de tout donner comme ça, même s'il n'y a pas la victoire, c'est comme une victoire quand même. Merci beaucoup. Merci. À travers de ce que vous venez de dire, Julien, on touche le cœur de votre métier, mais est-ce que quelquefois, il n'y a pas quand même, il n'y a pas que le foot dans la vie, comme on dit? Et sans vouloir être indiscrète, Mélina, qui a 19 ans, qui est à Torigny-Fouillard, n'est pas la seule, je pense, à vouloir en savoir un petit peu plus sur vous. Donc, je laisse vous poser sa question. Oui, bonjour Julien. Moi, je me demandais quelles sont vos passions ou alors vos centres d'intérêt en dehors du football. Bonjour Mélina. Le métier d'entraîneur de football nous accapare énormément de temps, énormément d'énergie. Oui. Et le peu de temps qu'on peut avoir, ou en tout cas le peu de temps où on est disponible, on essaie de le consacrer à sa famille. Moi, j'ai deux enfants. J'ai deux enfants en bas âge qui ont 5 ans et demi et 8 ans, qui demandent aussi de l'attention, qui ne voient pas beaucoup leur papa. Donc voilà, quand j'ai un tout petit peu de temps pour moi, mais finalement, je ne le prends pas pour moi, je le prends pour eux. Je le consacre à eux. Pour le reste, voilà, on est H24 en train de penser foot, en train de penser vivre foot. On mange foot, on dort foot, on boit foot. Voilà, c'est une passion. On a la chance de faire un métier qui est très excitant et à la base, c'est notre passion. Donc, on doit consacrer quasiment toute notre énergie et tout notre temps à ça. Et puis, quand on a un petit peu de temps, on le consacre à ses très, très proches. D'accord, ok, merci. Pendant cette période de confinement où on a tous eu un peu plus de temps, est-ce que vous avez fait des choses que vous promettiez de faire et que vous ne pouviez pas faire? Très égoïstement, je me suis accordé là, en l'occurrence, un petit peu plus de temps personnel. J'ai repris la course, j'ai repris l'activité vélo aussi. Donc, j'arrive à me dégager tous les jours 1 heure ou 1h30 pour faire de l'activité physique. Ça fait du bien, ça me fait beaucoup de bien. Et puis, j'ai surtout beaucoup, beaucoup plus de temps aussi pour m'occuper de mes enfants. Et ça n'a pas de prix de pouvoir voir ces enfants grandir. Voilà, là, je les vois tous les jours, je partage des moments avec eux. Que ce soit scolaire, puisque le matin, il faut garder le rythme de la scolarité, et puis l'après-midi, en jouant avec eux, en allant faire du vélo avec eux, en partageant voilà, des moments que partagent tous les papas avec leurs enfants en temps normal. Et la grande différence, c'est que ces espaces-temps-là sont beaucoup plus longs que d'habitude. Julien, avant de poursuivre toute liberté cet échange, encore merci d'y participer. Guillaume qui a 27 ans et qui est actuellement lui en stage à Bourg-Barré, à côté de Rennes aussi, le dernier de nos 10 invités, là, a une question à vous poser. Oui, bonjour Julien. En fait, ma question, ça retrace un peu votre parcours au Stade Rennais. En fait, avant votre arrivée, le club n'avait pas gagné depuis 48 ans un trophée. Vous êtes le premier entraîneur à l'emmener dans une deuxième phase de compétition européenne, à l'emmener en 8e de finale. Et vous êtes le meilleur entraîneur en termes de début de carrière au sein d'un club, au sein du club même. Et du coup, je voulais savoir en fait ce que le fait d'être né à Rennes ajoutait à ça en fait, si ça rajoute un sentiment de fierté d'avoir apporté tout ça au Stade Rennais en étant vous-même Rennais en fait. Oui, bonjour Guillaume. Oui, c'est incontestable que le fait que je sois rennais, breton,
a de l'importance pour moi dans les résultats qu'on a pu avoir ces derniers temps. J'ai un très fort sentiment d'appartenance avec ce club. C'est un club qui m'a fait grandir, c'est un club qui m'a fait évoluer, c'est un club qui m'a donné la possibilité finalement d'accéder à un rêve et d'entraîner au plus haut niveau et en Ligue 1. Mais voilà, il ne faut pas non plus être trop réducteur dans les résultats. Je crois qu'avant, il y a beaucoup de présidents, beaucoup d'entraîneurs aussi qui ont bien travaillé, qui ont participé à la construction du club, qui ont participé à son évolution. Je crois que j'ai simplement la chance d'être au bon endroit au bon moment. J'ai peut-être aussi un petit peu contribué et apporté ma pierre à l'édifice, peut-être, certainement. Mais pour autant, je ne veux absolument pas m'attribuer tous les mérites. Hein. Je pense aussi à tous ceux qui sont passés avant, tous les entraîneurs, tous les présidents, tous les directeurs sportifs, voilà, qui ont fortement contribué à l'évolution de ce club. Moi, ce qui me rend fier, c'est de pouvoir permettre à la famille Pinault, surtout, qui depuis 20 ans investit, suit ce club de manière très assidue, de leur avoir permis de vivre une très forte émotion l'année dernière en gagnant ce titre. Et puis, à travers le parcours en Coupe d'Europe et notre nouvelle qualification cette année aussi, de permettre à ce club de continuer à se développer. D'accord, merci. Tout ça, de voir l'année prochaine des grands clubs européens à Rennes. Mais juste avant, Julien, je voulais vous demander, quel est le premier grand match que vous avez vu? Est-ce que c'était d'ailleurs, on appelait ça encore le Parc des Sports de la Route de Lorient? Bah, des matchs, pour être très très honnête, des matchs à Rennes, j'en ai pas vu, puisque moi je suis né ici, mais après, au gré de mon parcours familial, on a quitté la Bretagne très vite. Des matchs à Rennes, Ou ailleurs, quel est le premier souvenir, comme ceux que Néo ou Martin pourront garder de leur premier match? Ouais, moi, les premiers souvenirs que j'ai, parce que mon papa était joueur professionnel, il jouait en deuxième division à Orléans, j'avais 5 ans à l'époque, et je me rappelle que j'allais voir les matchs quand j'étais tout petit, ça c'est mes premiers souvenirs. Ensuite, le premier grand souvenir et moment très très fort que j'ai, c'était j'étais pas au match, mais j'étais dans ma télé, c'était le PSG Real de Madrid en Coupe d'Europe, avec une victoire 4-1 de Paris et la tête d'Antoine Camboiré à la dernière seconde. D'ailleurs, pour la petite histoire, Antoine Camboiré, c'est devenu après mon entraîneur à Paris quand je terminais ma formation au PSG, et lui commençait sa carrière d'entraîneur. Il avait la responsabilité de la réserve du PSG, donc c'était devenu mon entraîneur. C'est mon premier grand souvenir. Et puis ensuite, j'ai des souvenirs à Lyon, lorsque mon père entraînait l'Olympique Lyonnais. J'ai des souvenirs aussi de matchs à Lyon, notamment de derby contre Saint-Etienne, dans des grosses ambiances. Et la finale de la Coupe du Monde? Oui, la finale de la Coupe du Monde, j'y étais. J'ai eu la chance d'aller voir ce match-là. Oui, c'était bien évidemment aussi un moment très fort. Voilà, c'était un grand match dans une grande ambiance avec un premier titre mondial pour la France. Donc oui, ça reste aussi un excellent souvenir. Julien, je vais laisser chacun maintenant vous poser encore quelques questions, si vous voulez bien. Vous avez encore un petit peu de temps à nous accorder, là? Un petit quart d'heure? Oui, bien sûr. Bien sûr. Eh bien, écoutez, chacun va lever la main et comme ça, on vous passera la parole au fur et à mesure. Donc, qui veut poser une première question? Guillaume, c'est ça? Allez-y, Guillaume. Remettez le son, Guillaume. Hein. Voilà, là, on vous entend normalement. Ok. Non, en fait, je voulais savoir, beaucoup d'entraîneurs mondiaux ont des modèles. Je pense notamment à Guardiola qui s'inspire beaucoup de Bielsa. Je voulais savoir si vous aussi vous aviez des modèles d'entraîneurs sur lesquels vous calquiez vos méthodes ou pas. Non, enfin, des modèles. Je regarde énormément de matchs. Je m'inspire bien évidemment énormément du travail qui est fait par tous les grands entraîneurs. Mais je ne peux pas dire que j'ai un modèle parce qu'ensuite, on a chacun notre personnalité et on ne peut absolument pas faire du copier-coller. Qu'il puisse y avoir quelques inspirations, oui, ça oui, parce qu'un entraîneur doit être curieux et un entraîneur, c'est un voleur d'idées. Voilà. Ensuite, les idées, il faut les ranger, les classer dans sa tête et puis construire ce qu'on a à construire par rapport à sa personnalité, par rapport à son caractère.
Voilà, donc je pense que ça, c'est fondamental de garder aussi sa propre personnalité sans vouloir faire du copier-coller. Mélina, vous êtes avec votre fils, ou votre frère, Cyprien plutôt. Vous aviez tous les deux, peut-être Cyprien, une question à poser à Julien? Oui, bonjour Julien. Moi j'ai une question, c'était comment souhaitez-vous intégrer les jeunes du centre de formation, sachant que des postes sont déjà bien occupés, notamment latéral droit avec Traoré, Sacha Boy et maintenant aussi il y a Brandon Sopi, jeune joueur qui arrive, qui promet. Oui, on a déjà intégré beaucoup de jeunes cette année au groupe d'entraînement. Donc, il y a le petit, Sacha Boué, Eduardo Camavinga, Lucas Dacunia, Yangbo. Tout ça, ce sont des jeunes qui ont fait leur première minute en professionnel cette année, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. Donc, on leur fait de la place à l'entraînement. Ensuite, il y a une concurrence. Voilà, il faut qu'ils montrent tous les jours au quotidien qu'ils peuvent être. Sacha doit montrer qu'il peut être meilleur qu'Amari. Lucas Dacunia doit montrer qu'il peut être meilleur que Flavien Tay. Yann Bo doit montrer qu'il peut être meilleur que Rafinha, par exemple, pour qu'il puisse avoir encore plus de temps de jeu. Ça, c'est la concurrence, mais je regarde énormément ce qui se passe dans les équipes de jeunes. Je connais tous ces jeunes-là très bien pour les avoir suivis lorsque j'étais à la formation. Moi je suis à la base un formateur, donc dès qu'il y a un jeune de qualité qui mérite de venir s'entraîner avec les professionnels, on lui fait de la place. Pour autant, on ne peut pas lui faire non plus des cadeaux et lui donner du temps de jeu comme ça c'est pas possible. Il faut que ce jeune-là le mérite. On parlait tout à l'heure dans le management à la notion d'honnêteté, mais l'honnêteté, c'est aussi de leur dire quand il y a meilleur qu'eux, il faut continuer à travailler, il ne faut pas leur mentir. Donc, on leur fait de la place pour l'entraînement et ensuite, c'est à eux de montrer leur qualité. Merci. Steven, vous aviez une question? Oui, moi je voulais savoir, dans l'hypothèse où le Stade Rennais serait en phase de poule de Ligue des Champions, quelle équipe vous rêveriez de jouer dans cette poule? Il y a beaucoup de grands noms européens. Si jamais on avait cette possibilité-là, j'aimerais bien découvrir peut-être une très grosse ambiance en Angleterre avec un club qui a des joueurs qui jouent en rouge. Peut-être, ça serait sympa. Voilà. D'accord. Qui a gagné la dernière Ligue. Ok, je vois bien. Voilà. Et toi, Néo? Pardon. Mais si jamais on avait l'opportunité de pouvoir y accéder, quels que soient les adversaires, on serait très fiers d'y participer et on aurait de toute façon des très gros morceaux à rencontrer. C'est sûr. Néo, ça te fait rêver, hein? Oui. Qu'est-ce que tu voulais demander? Que pensez-vous du RCK? Léo, j'en pense énormément de bien. J'ai très souvent loué le RCK parce qu'il y a un soutien permanent, il y a beaucoup de bruit et on sent aussi une ferveur incroyable. Voilà. Pour nous, c'est fondamental d'avoir notre public derrière nous. Je le disais tout à l'heure, on a gagné beaucoup de points en fin de match, dans les dernières secondes, dans les dernières minutes, notamment à domicile. Et ça, c'est en grande partie dû à notre public et notamment au RCK qui anime tout le match, qui fait du bruit, qui pousse les joueurs, qui les galvanise en permanence. Et voilà, donc moi, j'ai beaucoup d'estime pour ce qui est fait dans ce groupe de supporters. Et je suis sûr qu'ils vont continuer encore à nous suivre et à nous montrer tout leur amour. Élodie, je vois lever la main. Allez-y. Le son, ça va? Non. Attendez, on n'a pas entendu le début de votre question. Oui, c'est bon, vous avez réactivé le son? Oui, c'est bon. Oui, je me posais les questions, en fait, suite au confinement, comment ça se passe au niveau des finances du club, en fait, parce que du coup, il n'y a pas d'argent de reverser suite aux droits. À la fin des droits versés par les chaînes de télé, oui. Ouais, voilà, oui. Je voudrais savoir comment ça se passe, si ça va aller ou pas, ou si c'est… voilà. Ce n'est pas mon domaine de compétence, moi, les finances. Pour autant, ce que je peux vous dire, c'est que forcément, il y aura un impact. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure,
n'ai pas pu répondre précisément au niveau du recrutement parce que je ne sais absolument pas encore aujourd'hui quel budget on aura, quelle somme sera allouée au transfert. Ça, on n'a pas encore donné les retombées malheureusement, les retombées négatives de la pandémie ne sont pas encore connues. Donc, impact, oui, il y aura. Ensuite, à savoir, est-ce qu'il sera très, très important ou un petit peu moins. Aujourd'hui, c'est encore un petit peu trop tôt pour pouvoir se prononcer. Oui, ma question, c'était, Julien, quels sont les axes d'amélioration pour la nouvelle saison? Quels sont les axes que tu vois qu'il faudra améliorer? Bon, il y en a un certain nombre. Je pense que, voilà, tout d'abord, ces 2 saisons nous ont permis d'acquérir de l'expérience. Et l'expérience, ça, c'est très, très important. Donc, j'espère que, de toute façon, on sera européen. Et si jamais on est amené à jouer la plus belle des compétitions, j'espère qu'on sera en capacité de continuer à acquérir de l'expérience pour avoir encore davantage de maturité dans ce qu'on peut produire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, développer toujours le jeu offensif parce que le foot, c'est un jeu où il faut marquer des buts. Et donc, on a toujours envie d'en mettre à chaque fois qu'on rentre sur le terrain. Ce n'est pas toujours simple. On l'avait parfaitement réussi à le faire contre Montpellier lors du dernier match avant le confinement. Ça avait été en ce sens un match référence. Donc, voilà, continuer à améliorer encore notre jeu offensif. Et puis, être encore un petit peu plus performant aussi sur les coups de pied arrêtés, voilà, parce qu'on peut s'améliorer encore sur ces phases de jeu. Okay, merci. Élodie la Papolaise. La Papolaise, allons-y. Moi, il y avait quelque chose qui m'intriguait chez vous, Julien Stéphane, c'est vos émotions, toutes les émotions que vous dégagez pendant un match, 90 minutes ou 96 selon certains matchs. C'est l'intensité que vous donnez à vos joueurs et comment, après un match, vous arrivez à repartir de zéro, à se reconcentrer sur le match suivant. Et je vous avoue que moi, en tant que supportive, j'ai beaucoup de mal. J'ai eu l'impression d'être restée une semaine à Séville et une semaine au Stade de France l'année dernière avant de revenir dans la réalité. Donc, je voulais savoir comment vous arrivez à inculquer ça pour vous et pour vos joueurs. Oui, c'est vrai que les matchs, je les vis pleinement. Alors pour autant, on essaye d'être dans le contrôle quand même, mais c'est pas toujours évident. En tout cas, j'ai envie que les joueurs sentent qu'on est derrière eux, qu'on les soutient, qu'on les pousse. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un langage corporel, qu'il y a de l'intensité dans ce qu'on produit. Je vais vous faire une confidence. Après les matchs, je dors très mal et très peu, surtout très très peu. J'ai beaucoup de mal à m'endormir, beaucoup de mal. Et bon, la nuit est très très courte. Il y a encore de l'adrénaline. Voilà, il y a tellement de passion dans ce qu'on fait que la nuit qui suit le match n'est pas de bonne qualité. Donc souvent le lendemain, c'est un petit peu dur parce qu'on a dormi 2 ou 3 heures. Il faut aller faire l'entraînement pour ceux qui n'ont pas joué. Donc c'est pas évident de retrouver de la force, mais on se doit de le faire de toute façon. On n'a pas le choix. Et puis après, dès le surlendemain, en réalité, on a basculé sur le match d'après. On est en train de regarder des vidéos, on est en train de penser à sa composition d'équipe, on est en train de penser à sa stratégie. Donc finalement, c'est un cercle vicieux dans lequel on est pris. Et nous, ce qui nous stimule le plus, c'est la compétition, c'est le match. Donc voilà, on a des objectifs à chaque fois. Le match arrive et on a tellement envie de gagner, on a tellement l'esprit de compétition qu'on est remis dedans tout de suite, même après une défaite ou même lorsqu'on a un petit coup de fatigue. Ça ne peut pas durer longtemps parce on sait aussi qu'on a 25 joueurs en face de nous et qui nous regardent en permanence, qui nous observent en permanence. Voilà, et qu'on doit être le guide. Donc le guide ne peut pas faire preuve de faiblesse à aucun moment. Ça, c'est pas possible. Voilà, pour autant, on est des hommes et par moment, on est un petit peu moins bien, mais il faut le cacher. Est-ce que vous avez une idée à quel rythme battait votre cœur à la fin du match Rennes-Nantes? Les dernières secondes. Non, c'est pas tant sur le rythme cardiaque, parce qu'à ce moment-là, moi j'étais déjà fier du comportement des joueurs pour revenir à 2-2. Ensuite, lorsqu'il y a la longue attente avant la validation du 3e but, je me dis que je suis encore plus fier d'eux parce qu'ils ne se sont pas contentés du 2-2, qu'ils ont été chercher le 3e but. Et ça, c'est vraiment les valeurs qu'on veut inculquer, l'état d'esprit qu'on veut inculquer, toujours gagner. Donc, j'étais fier de leur comportement.
Après, il faut prendre un petit peu de recul et de détachement. Ça se joue à quelques centimètres. Il y a la vidéo. Aujourd'hui, il y a tous les moyens de contrôle pour se dire que de toute façon, c'est la bonne décision qui sera prise. On sait qu'il y a, voilà, il y a les moyens de contrôle nécessaires. Et donc, on est dans l'attente. Par contre, après, il y a une explosion de joie qui est forte, qui est intense, parce que c'est le derby, parce que c'est un scénario incroyable. Et finalement, ce but-là, ces 2 points de gagner nous permettent, entre autres, de finir troisième aujourd'hui et d'avoir des perspectives magnifiques à jouer pour la saison prochaine. Pierre, je sais que vous vous patientez là chez vous. Allez-y. Oui, moi justement par rapport à ça, je voulais savoir s'il n'y avait pas un goût d'inachevé de finir la saison comme ça à la 28e journée et aussi une certaine peur parce que il y a des gens qui vont reprocher au Stade Rennais d'avoir fini troisième, mais que ce ne serait pas totalement mérité en fait. Alors, peur, non. Ça, c'est un mot que j'essaye de bannir de mon vocabulaire. Donc, il n'y a pas de peur. À ceux qui voudraient minimiser notre troisième place, je leur dis qu'on a fait les 3/4 du championnat et que ce n'est pas neutre d'être sur le podium quand on a fait 75% des matchs. On y était déjà à la trêve, donc je dis à tous nos adversaires qu'ils ont eu du temps pour nous rattraper, ils ont eu du temps pour nous passer devant. Et s'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'on a mérité d'être à notre place. Voilà, tout simplement. Ensuite, oui, il y a un petit peu de frustration en tant que compétiteur parce qu'on aurait aimé que le verdict soit un verdict, en tout cas que le verdict final soit un verdict de terrain. Mais je crois que le bon sens, malgré tout, l'a emporté parce que les conditions sanitaires n'étaient pas respectées pour qu'on puisse jouer pour qu'on puisse préserver la santé des joueurs. Voilà. Et la priorité, c'était de préserver la santé des joueurs, préserver la santé des acteurs. Donc, on aurait en effet préféré que ça se termine sur le terrain. Ça s'est fait différemment, mais il ne faut pas minimiser le parcours qui a été fait cette année, surtout pas. Voilà. Puis j'avais remarqué que c'était aussi très, très rennais de minimiser un petit peu les choses. J'espère que ce qui se passe depuis maintenant 1 an et demi va permettre à tout le monde de prendre encore davantage de confiance et davantage d'assurance. Et le Stade Rennais est aujourd'hui un beau troisième de Ligue 1. Voilà. Même s'il manque 25% des matchs et 1/4 du championnat, sur les 3 premiers quarts, le Stade Rennais est un beau troisième de Ligue 1. Merci. J'ai vu que vous leviez la main à nouveau. Allez-y. Entendez. Allez-y. Allez-y, c'est bon. J'avais un petit coucou à passer à Julien de la part de personnes qui lui sont chères du côté de Plerguet, que j'ai la chance de connaître. Donc voilà, mon ancien président Jean-Louis et toute la famille sur Plerguet. Donc voilà, je ne voulais pas manquer cette occasion-là. Très bien. Je l'avais promise. Et puis voilà, Julien, je voulais juste vous demander si vous aviez un plan de carrière et si éventuellement dans 10 ans, on pouvait toujours vous avoir comme entraîneur du Stade Rennais. Alors, non, très sincèrement, je n'ai aucun plan de carrière. Voilà, il y a 1 an et demi, je n'imaginais pas être là où je suis aujourd'hui. Donc, oui, j'imagine bien. Mais... ce qui est certain, c'est que quotidiennement, je travaille comme si j'allais rester très longtemps ici. Pour autant, quand on est entraîneur de Ligue 1, entraîneur de haut niveau, on sait qu'on est aussi sujet aux résultats. Bien sûr. En fonction des résultats, on verra ce qui se passera. Mais moi, je me plais beaucoup ici. Je suis très fier d'être l'entraîneur du Stade Rennais. J'espère y rester le plus longtemps possible. C'est un club qui me convient bien. C'est un club qui me ressemble aussi, voilà, dans lequel je suis très, 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 très bien et très épanoui. Donc, je n'ai pas la volonté d'en partir. Ensuite, peut-être que le temps me demandera de partir si jamais les résultats sont moins bons ou si on arrive au bout d'une aventure et d'une histoire commune. Ça peut faire partie du métier. Oui, mais malheureusement, c'est le poste qui veut ça. Voilà, exactement. Mais je ne me projette pas non plus à 4, 5 ou 6 ans. Voilà, j'ai simplement envie de faire mon travail du mieux possible en essayant et en espérant être là le plus longtemps. J'ai vu sur les sites du Paris-Brest et du Café de Rennes, quand les gens s'inscrivaient pour participer à cette réunion, beaucoup nous demandaient quelle était l'influence de votre père. Est-ce qu'il vous arrive de débriefer quelquefois, même avec votre père? Oui, on échange, on partage. C'est quelqu'un qui a vécu et qui connaît le métier, donc qui comprend parfaitement aussi ce que je peux vivre au quotidien.
Ensuite, on a chacun des personnalités qui sont différentes. On a un parcours aussi qui est différent. Donc, débriefer des matchs, oui, ça c'est sûr qu'après les matchs, on débriefe. Mais toutes les options, tous les choix que je fais, toutes les décisions que je prends, je les fais en mon âme et conscience, en fonction de ce que je vois au quotidien. Lui, il n'est pas là au quotidien, donc il ne peut pas avoir tous les tenants et les aboutissants. Mais ça peut m'arriver de temps en temps de prendre quelques conseils. J'aurais bien tort de m'en priver quand on a quelqu'un d'expérience dans son entourage. Il faut le faire. Mais voilà, moi, j'ai ma personnalité, j'ai ma perception aussi des choses. Et j'ai mon instinct et il faut faire confiance à son instinct. C'est important. Julien, voilà près d'une heure que l'on échange là, tout ensemble. Et je vois que dans ma tasse de thé, ma tasse de café plutôt, ça commence à refroidir. Juste avant, je voudrais laisser Martin, qui était le plus jeune de nos intervenants, vous dire peut-être le mot de la fin. Enfin, en tous les cas, vous dire ce qu'il avait envie de vous dire. Martin, tu nous entends? Oui, Allez, vas-y, Martin. merci à Julien Tessin qui nous a répondu toutes les questions. Merci au KC de Rennes. Ben, t'es sympa. Merci à maman qui m'a laissé gagner. Ah, formidable. Merci à ton papa aussi. Et Martin voulait savoir, parce que Martin, c'est un grand fan du Stade Rennais, il fait la collection Panini forcément de tous les joueurs. Et l'année dernière, il a pu faire signer tout son album, sauf que cette année, avec le confinement oblige, il n'a pas pu faire signer son album. Donc, il voulait savoir quand est-ce qu'il pourrait à nouveau faire signer tout son album Panini. Écoutez, lorsque il n'y aura plus d'entraînement huis clos, pour l'instant, on ne sait pas du tout comment ça va se passer, mais on espère que ça sera en tout cas dans un laps de temps le plus court possible. Ça voudra dire que la pandémie aura été vaincue, que le virus aura été vaincu et puis qu'on pourra se retrouver tous à partager des moments comme avant, voilà, comme avant, à la Piverdière, au Roison Park, avec du monde, avec tous ceux qui supportent le club. Donc, je n'ai pas de calendrier précis à donner, mais en tout cas, j'ai un espoir fort, c'est que ça soit pour bientôt. Julien, merci mille fois d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous tous d'y avoir participé. Bonnes vacances, Julien, si vous en prenez d'ici peu, quand même, un petit peu, peut-être avant la prochaine saison. Portez bien, saluez vos joueurs, je pense, de la part de tous ceux qui ont participé à ce concours et qui étaient là avec nous aujourd'hui. Il ne manquerait pas. Samedi 16 mai, je dis ça pour ceux qui sont là, on proposera un nouveau goûter gourmand. Ce ne sera pas avec un sportif cette fois-ci, mais avec une jeune rennaise qui s'appelle Audrey Basset, qui est une rennaise, auteure d'un livre assez étonnant de recettes de cuisine. Ça s'appelle Cook and Roll. Donc déjà, le titre vous donne un peu l'esprit. Donc vous pourrez avoir tous les renseignements sur les sites d'ici peu, la semaine prochaine, sur les sites du Café de la Gare ou du Paris-Brest. En attendant, bonne fin d'après-midi à tout le monde. Encore merci beaucoup, Julien, et allez Rennes. Merci. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Bon courage pour la nouvelle saison, Julien. Merci. 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 Portez-vous bien. Profitez bien de votre famille. Bonne fin de confinement à tout le monde.